Ce soir-là, en poussant la porte de ma propre chambre après 3 jours d'absence, j'ai compris qu'une maison peut cesser d'être un foyer en un instant. Je m'appelle Madeleine Laurent. J'ai 82 ans, et voici l'histoire que j'ai gardée pour moi bien trop longtemps, non par honte, mais par dignité. Une histoire sur les limites, le respect, et ce moment précis où le silence devient plus puissant que tous les cris du monde. J'avais les clés de ma maison à la main. Ces mêmes clés que je portais depuis 47 ans. Depuis le jour où mon défunt mari, Henri et moi, avions signé l'acte de propriété de cette demeure bourgeoise du 16e arrondissement. Les clés étaient lourdes ce jour-là. Elles pesaient le poids d'une vie entière. Mon fils Thomas habitait avec moi depuis son mariage avec Élise, il y a 5 ans. « Maman, juste le temps qu'on économise pour notre appartement », m'avait-il dit. J'avais accepté avec joie. Quelle mère refuse d'aider son enfant? Mais cette nuit-là, en rentrant de Lyon où j'avais assisté à un colloque d'architecture, oui, même à mon âge, je travaille encore comme consultante, j'ai senti que quelque chose avait changé. La maison sentait un parfum que je ne reconnaissais pas. Lourd, entêtant. Un mélange de laque et de roses fanées. J'ai monté l'escalier, fatigué du voyage. Ma chambre se trouvait au 2e étage, celle avec la vue sur le jardin et les roses que Henri avait plantées. Ma chambre, mon sanctuaire. J'ai tourné la poignée. Et là, dans mon lit, sous mes draps en lin blanc brodés à la main, dormait Jacqueline Moreau, la mère d'Élise, ma belle-fille par alliance, une femme d'une 60aine d'années que j'avais toujours trouvée envahissante, mais que j'avais tolérée par amour pour mon fils. Elle dormait, dans mon lit, comme si c'était le sien. Mon cœur s'est arrêté. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli lâcher mes clés. J'ai refermé doucement la porte et je suis descendue au salon, les jambes lourdes. Thomas était là, installé dans le fauteuil en cuir de son père, un verre de whisky à la main, la télécommande dans l'autre. Élise était à côté de lui, feuilletant un magazine. « Thomas !» Ma voix était calme, mais ferme. « Il y a quelqu'un dans ma chambre. Ta belle-mère dort dans mon lit. » Il a levé les yeux vers moi avec une froideur que je ne lui connaissais pas. « Oui. Et alors ? Comment ça, et alors ? C'est ma chambre, Thomas. » Il a posé son verre brusquement sur la table basse. Le bruit a résonné dans le silence. « Jacqueline a besoin de confort, maman. » Sa voix montait déjà. Elle traverse une période difficile. Son appartement est en rénovation. On lui a donné la meilleure chambre. C'est normal. Mais c'est ma chambre. Thomas s'est levé d'un bond. Son visage était rouge. « Et alors ?» il criait maintenant. « Tu as toute une maison, maman. Tu peux dormir dans la chambre d'amis. Ou dans celle du rez-de-chaussée. Jacqueline a besoin de confort, tu comprends? Confort !» Élise n'a pas levé les yeux de son magazine. « Thomas, je viens de rentrer d'un voyage de 3 jours. Je suis fatiguée. Je veux juste dormir dans mon propre lit. »« Ton lit ?» Il s'est approché de moi, le doigt pointé. « Cette maison est aussi la nôtre maintenant, maman. On vit ici. On a des invités. Si ça te dérange, si tu trouves ça inacceptable, alors tu peux t'en aller. Personne ne te retient. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Mon fils, mon propre fils. Celui que j'avais porté, nourri, élevé seul après la mort de Henri. Celui pour qui j'avais travaillé jusqu'à l'épuisement pour payer ses études à Sciences Po. Celui à qui j'avais ouvert ma maison par amour. Me criait dessus. Dans mon propre salon. Me disait de partir. De ma propre maison. J'ai regardé mes clés dans ma main. Elles brillaient sous la lumière du lustre en cristal que Henri avait acheté à Venise. J'ai regardé Thomas, puis Élise, qui continuait à tourner les pages de son magazine comme si de rien n'était. Et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de toute ma vie. J'ai dit « D'accord » et je suis sortie. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. J'ai marché dans la nuit froide de Paris avec ma petite valise de voyage, celle que je n'avais même pas eu le temps de défaire. À 82 ans, on ne marche pas très vite. Mais la dignité, elle, ne connaît pas l'âge. J'ai pris un taxi jusqu'à l'hôtel Lutetia, boulevard Raspail, un endroit que Henri et moi aimions pour les grandes occasions. Le concierge m'a regardé avec surprise. Une vieille dame seule, à 23 heures, avec une petite valise et des yeux trop secs pour pleurer. Dans la chambre, j'ai posé mes clés sur la table de nuit. Elles ont fait un bruit métallique, un bruit définitif. Et c'est là, assise sur ce lit d'hôtel qui sentait la lavande et l'anonymat, que les souvenirs sont revenus. Pas ceux que je voulais, ceux qui faisaient mal justement parce qu'ils avaient été beaux. Je revois la maison,
Pas celle d'aujourd'hui, froide et hostile. Celle d'avant. C'était en 1978. Henri venait d'être nommé directeur chez Renault. Nous avions enfin les moyens d'acheter cette demeure du 16e. 4 étages, un jardin avec un cerisier, des pièces hautes de plafond où la lumière dansait le matin. Je me souviens de l'odeur, le parquet ciré que je frottais chaque samedi, le café qui montait de la cuisine à 6 heures. Les roses du jardin que Henri coupait pour moi, toujours 3, jamais plus, jamais moins. 3 roses pour 3 raisons de t'aimer, disait-il en souriant. Thomas est né 1 an plus tard, 1979, un bébé aux grands yeux noirs, doux comme un agneau. Je l'allaitais dans le fauteuil près de la fenêtre, celui où il a crié sur moi ce soir. Le même fauteuil. Henri disait « Regarde notre fils, Madeleine. Il a tes yeux et mon caractère. Le meilleur des 2 mondes. » Thomas grandissait entouré d'amour. Des dimanches au Luxembourg, des vacances en Bretagne, des devoirs de mathématiques sur la table de la cuisine où Henri s'impatientait. « Mais enfin, Thomas, c'est simple. » Et où je riais en servant du chocolat chaud. Notre fils était poli, respectueux. Il m'embrassait tous les matins avant de partir au lycée. « À ce soir, maman, je t'aime. » Ces mots-là, je les entends encore. Puis Henri est mort, cancer du pancréas. 4 mois entre le diagnostic et l'enterrement. Thomas avait 23 ans. Il venait de terminer Sciences Po. Je me souviens du jour des funérailles. Thomas m'avait tenu la main pendant toute la cérémonie. Il avait dit, dans le taxi qui nous ramenait, « Ne t'inquiète pas, maman, je suis là, je serai toujours là. » J'avais ces mots tatoués dans le cœur. Après la mort de Henri, la maison est devenue trop grande, trop silencieuse. Je me suis jetée dans le travail. L'architecture avait toujours été ma passion. J'avais repris mes études à 50 ans, pendant la maladie de Henri, pour m'occuper l'esprit. Diplôme en poche, j'étais devenue consultante. Les projets me sauvaient, du vide. Thomas, lui, travaillait dans la finance. Il venait dîner tous les dimanches. On parlait de tout. De politique, de livres, de ses ambitions. Il était redevenu mon petit garçon le temps d'un dessert. Puis il a rencontré Élise. Je me souviens de cette première rencontre. Un déjeuner chez moi, un dimanche de printemps. Élise était jolie, souriante, un peu timide. Elle enseignait l'anglais dans un lycée privé. Elle m'avait apporté des fleurs, des tulipes blanches. « Enchantée, Madame Laurent. Thomas m'a tellement parlé de vous. J'avais été heureuse. Mon fils avait trouvé quelqu'un. » Le mariage a eu lieu 2 ans plus tard. Une cérémonie discrète à la mairie du 16e, puis un déjeuner dans un restaurant étoilé près des Champs-Élysées. Jacqueline, la mère d'Élise, était là. Veuve elle aussi. Bavarde. Elle avait monopolisé la conversation tout le repas, parlant d'elle, de ses migraines, de ses problèmes d'argent. Thomas m'avait dit plus tard « Ne fais pas attention, maman. Jacqueline est particulière, mais elle a bon cœur. Bon cœur. » Après le mariage, Thomas et Élise avaient emménagé dans un petit studio du 11e. « Le temps qu'on économise », avait-il dit. Mais 1 an plus tard, ils étaient de retour. « Maman, est-ce qu'on pourrait habiter avec toi ? Juste quelques mois, le temps de trouver mieux. On paye un loyer à Paris qui nous étrangle. » J'avais dit oui, évidemment. Quelle mère refuse d'aider son enfant ? Quelques mois, ils avaient dit. Cela faisait 5 ans. Dans la chambre d'hôtel, j'ai regardé mes clés sur la table de nuit. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. 5 ans où, petit à petit, sans que je m'en rende compte, ma maison avait cessé d'être la mienne. Je suis restée 3 jours à l'hôtel Lutetia. 3 jours à regarder le plafond blanc et à me demander comment j'en étais arrivée là. Thomas ne m'a pas appelé. Pas un message, pas un mot. Le 4e jour, je suis rentrée. Pas parce que j'avais pardonné, mais parce qu'à 82 ans, on ne fuit pas, on affronte. Et surtout, parce que cette maison était encore à mon nom, légalement. Moralement, totalement. Quand j'ai ouvert la porte, tout était silencieux. Thomas était au travail. Élise aussi, sûrement. Et Jacqueline n'était plus dans ma chambre. Elle était repartie, apparemment. Le lit avait été refait, mes draps changés, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'était cassé. Et en y repensant maintenant, je réalise que cette nuit-là n'était que le sommet d'une montagne de petites humiliations que j'avais laissé passer. Tout avait commencé 6 mois après leur emménagement. Un samedi matin, j'étais descendue prendre mon petit déjeuner. La cuisine,
Ma cuisine, celle où j'avais cuisiné pour Henri pendant 30 ans, avait changé. Les placards avaient été réorganisés. Mes tasses en porcelaine de Limoges, celles que ma mère m'avait offertes, avaient été déplacées sur l'étagère du haut. Inaccessibles pour moi. À leur place, des mugs colorés qu'Élise avait achetés chez Monoprix. « On a réorganisé un peu », avait dit Élise avec un sourire. « C'est plus pratique comme ça. Tu ne trouves pas ? Pratique pour qui ?» J'avais hoché la tête. Bien sûr. Puis il y avait eu le jardin. Henri avait planté ses rosiers avec tant d'amour. 3 variétés différentes. Des pierres de Ronsard, des icebergs, des bonicas. Chaque printemps, je les taillais moi-même. C'était mon rituel, mon lien avec lui. Un jour, je suis sortie et j'ai trouvé Thomas en train de les arracher. « Thomas, qu'est-ce que tu fais ?» Il m'a regardé, surpris. « Je nettoie un peu, maman. Ces rosiers prennent trop de place. Élise veut installer un salon de jardin. Mais ce sont les roses de ton père. Papa est mort depuis 20 ans, maman. » Sa voix était neutre, presque agacée. Il faut avancer. Il avait arraché 3 rosiers sur 6. Les pierres de Ronsard, les préférés de Henri. Je n'ai rien dit. Je suis rentrée dans la maison et j'ai pleuré dans la salle de bain, la porte fermée, le robinet ouvert pour couvrir le bruit. Puis Jacqueline a commencé à venir. Souvent. Au début, c'était pour un thé. Juste une petite visite, Madeleine. J'étais dans le quartier. Ensuite, c'était pour le déjeuner. Élise m'a invitée. J'espère que ça ne te dérange pas. Puis, pour le dîner. Puis, pour le week-end. Jacqueline s'installait dans mon salon comme si c'était le sien. Elle posait ses affaires partout, ses magazines sur la table basse, son châle sur le canapé, ses lunettes sur le guéridon près de la fenêtre. Elle parlait fort, elle riait fort, elle critiquait tout. « Oh, Madeleine, ces rideaux sont vraiment démodés. Il faudrait les changer. Tu ne trouves pas que ce tableau est un peu lugubre ? Cette maison est immense pour une seule personne, quand même. Tu ne te sens pas seule ?» Élise acquiesçait. Thomas ne disait rien. Et moi, je serrais mes clés dans ma poche et je me taisais. Les repas ont changé aussi. Avant, nous dînions ensemble, tous les 3. Je cuisais, on parlait, on riait parfois. Puis, progressivement, Thomas et Élise ont commencé à manger dans leur chambre. « On a du travail, maman. On mangera en haut. » Je me suis retrouvée à dîner seule, dans ma propre maison, à la grande table en noyer où Henri et moi avions célébré tant d'anniversaires. Un soir, j'ai préparé un bœuf bourguignon, le plat préféré de Thomas. Je l'avais cuisiné toute l'après-midi, avec amour, comme avant. J'ai frappé à la porte de leur chambre. « Thomas, j'ai fait ton plat préféré. Tu veux descendre ? » « On a déjà mangé, maman. » Élise a commandé des sushis. J'ai mangé seule, le bœuf bourguignon, pour 2 personnes, dans un silence qui résonnait comme une gifle. Et puis, il y a eu cette phrase que Thomas a dite un dimanche, devant Élise et Jacqueline. Nous étions tous au salon. Je parlais d'un projet sur lequel je travaillais. Une rénovation d'immeuble haussmannien dans le 7e arrondissement. J'étais fière de ce contrat. À mon âge, décrocher encore des projets importants, c'était une victoire. « Maman ?» Thomas avait levé les yeux de son téléphone. « Tu ne crois pas qu'il serait temps de prendre ta retraite ? Tu as 82 ans. C'est ridicule de travailler encore. » Ridicule. Jacqueline avait ri. « Il a raison, Madeleine. À ton âge, tu devrais profiter. Te reposer. » Élise avait souri sans dire un mot. Mon travail était ridicule. Ma vie était ridicule. J'ai posé ma tasse de thé. Mes mains tremblaient légèrement. Je travaille parce que j'aime ça, Thomas. Et parce que je le peux. Comme tu veux. Il était déjà retourné à son téléphone. Ce soir-là, dans ma chambre, celle qui était encore la mienne à l'époque, j'ai sorti de mon tiroir une petite boîte en bois, celle où je gardais mes bijoux et quelques souvenirs. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait l'alliance de Henri, ses boutons de manchette en or, une photo de nous 3, Henri, moi et Thomas enfant, prise en Bretagne. Et il y avait mes clés, les originales, celles que le notaire nous avait remises en 1978, le jour où nous avions signé. Je les ai prises dans ma main. Elles étaient froides. Et j'ai compris, à ce moment-là, que les clés ne suffisaient plus, que posséder une maison et y être chez soi, ce n'était pas la même chose. Mais je ne savais pas encore jusqu'où ils iraient. Les mois ont passé. L'automne, l'hiver, puis le printemps. J'ai appris à vivre dans l'ombre de ma propre vie. C'est étrange comme on peut s'habituer à l'inacceptable. Petit à petit, on ajuste ses pas, on baisse la voix,
On rétrécit son espace. On devient invisible dans sa propre maison. Je me levais plus tôt pour prendre mon café avant eux. Je rentrais plus tard pour leur laisser le salon. Je mangeais dans la cuisine, debout parfois pour ne pas déranger. Ma chambre, celle du 2e étage, était devenue mon refuge, mon seul territoire. Je m'y enfermais dès 19 heures. Je lisais, je travaillais sur mes dossiers, je faisais semblant d'exister ailleurs. « Maman est fatiguée ?» disait Thomas à Élise quand je montais. « À son âge, c'est normal ?» À mon âge, cette phrase revenait sans cesse, comme une excuse, comme une condamnation. Un soir de février, je suis descendue chercher un verre d'eau. Il était 22 heures. Je pensais qu'ils dormaient. Mais en passant devant le salon, j'ai entendu leur voix. La porte était entr'ouverte. Je me suis arrêtée. Pas pour écouter, juste par réflexe, parce que j'ai entendu mon nom. « Quand même, Thomas !» c'était la voix d'Élise. « On ne peut pas continuer comme ça, éternellement. Cette maison est immense. On pourrait la vendre et acheter quelque chose pour nous. Et avec l'argent restant, on installerait ta mère dans un endroit adapté. » Mon cœur s'est arrêté. Je sais, la voix de Thomas, calme, posée. Mais juridiquement, tant que la maison est à son nom, on ne peut rien faire. Elle pourrait te faire une procuration ou te mettre sur l'acte. Elle ne le fera jamais, tu la connais. Elle est têtue, têtue. Alors quoi? On attend qu'elle... Un silence. Élise. Pardon, mais il faut être réaliste, Thomas. Elle a 82 ans. Elle ne peut plus gérer une maison de cette taille. Un jour ou l'autre, il faudra prendre des décisions. Je sais, mais pour l'instant, on attend. Je suis remontée, sans faire de bruit, sans mon verre d'eau, les jambes tremblantes. Dans ma chambre, j'ai regardé le plafond pendant des heures. Ils parlèrent de moi comme si j'étais déjà morte, comme si cette maison était déjà la leur, comme si ma vie n'était qu'un obstacle administratif. Mais le lendemain matin, je me suis convaincue que j'avais mal compris, que c'était juste une conversation, que tous les enfants pensaient à l'avenir, que c'était normal, pratique, raisonnable. J'ai fait du café, j'ai souri à Thomas au petit déjeuner, j'ai demandé comment allait son travail. Tout était normal. Tout devait être normal. En mars, Jacqueline est revenue. Pour une semaine cette fois. Ma chaudière est en panne, avait-elle annoncé en entrant, 2 grosses valises à la main. Élise m'a dit que je pouvais rester ici le temps des réparations. Elle s'est installée dans la chambre d'amis, celle du 3e étage. Mais elle ne restait jamais dans sa chambre. Elle était partout. Dans le salon, dans la cuisine, dans mon bureau. Un après-midi, je suis entrée dans mon bureau pour travailler sur un projet. Jacqueline était assise à mon secrétaire, en train de fouiller dans mes tiroirs. « Jacqueline, qu'est-ce que vous faites ?» Elle a levé les yeux, pas gênée le moins du monde. « Oh, je cherchais juste du papier pour noter un numéro. Tu en as tellement ici. » Elle a ri. « Toute cette paperasse, Madeleine. À ton âge, tu devrais simplifier ta vie. » À mon âge. Elle tenait dans sa main un dossier. Mon dossier notarial, celui avec l'acte de propriété de la maison. « Jacqueline, ce sont des documents privés. » « Oh, pardon. » Elle a reposé le dossier. Je ne savais pas. « Mais tu sais, Madeleine, Thomas et Élise me disaient justement que tu devrais mettre tes affaires en ordre. Les notaires, les procurations, tout ça. C'est important à notre âge. Notre âge. Comme si elle et moi étions du même côté. Comme si nous partagions le même destin. J'ai déjà tout en ordre, merci. » Elle a souri, un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Bien sûr, bien sûr. La semaine de Jacqueline s'est transformée en 2 semaines, puis 3. Sa chaudière n'est toujours pas réparée, expliquait Élise. 3 semaines pendant lesquelles Jacqueline commentait tout. Cette maison est vraiment trop grande pour toi, Madeleine. Tu ne trouves pas ça angoissant de vivre seule dans tous ces étages? Tu ne penses jamais à une maison de retraite? Pas un mouroir, bien sûr, mais ces nouvelles résidences pour seniors, très chic, très confortables, avec des infirmières, des activités. À ton âge, il faut penser à la sécurité. Une chute dans l'escalier et... Je serrais mes clés dans ma poche. Je ne répondais pas. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Un soir, Thomas est entré dans ma chambre sans frapper. « Maman, on doit parler. » Il s'est assis sur mon lit, sans demander. Élise et moi, on a réfléchi. Cette maison est trop grande pour toi. Tu es seule, tu vieillis. Ce n'est pas raisonnable. Thomas, attends, écoute-moi. Sa voix était ferme. On a trouvé une résidence pour seniors dans le 15e. Très bien, très moderne.
Tu aurais un appartement avec une chambre, un salon, une kitchenette, des services, une infirmière sur place. Je n'ai pas besoin d'infirmière, je vais très bien. Pour l'instant. Mais demain, dans un an, il a soupiré. On veut juste que tu sois en sécurité. Je suis en sécurité ici. C'est ma maison. Justement, maman. Il s'est penché vers moi. Élise et moi, on pourrait s'occuper de la maison, la gérer. Tu n'aurais plus à t'inquiéter de rien. Et tu aurais de l'argent pour vivre confortablement en résidence. Gérer la maison. La vendre, oui. Thomas, je ne veux pas partir. Il s'est levé, agacé. Tu es têtue, maman. Toujours têtue. Mais un jour, tu n'auras plus le choix. Il est sorti. J'ai regardé mes clés sur la table de nuit et j'ai compris que les murs de ma maison se refermaient sur moi comme une prison. Mais je continuais à me dire que tout irait bien, que Thomas m'aimait, qu'il voulait juste mon bien. Je me mentais. Avril est arrivé avec ses pluies froides et ses lumières changeantes. J'avais un voyage professionnel prévu. 3 jours à Lyon pour superviser la rénovation d'un hôtel particulier du XVIIIe siècle. Un beau projet, une belle distraction. « Tu pars vraiment, maman ?» avait demandé Thomas en me voyant préparer ma valise. « À ton âge, tous ces déplacements… »« Je vais très bien, Thomas. C'est mon travail. » Il avait haussé les épaules. « Comme tu veux. » Élise, elle, avait souri. Un sourire que je n'avais pas su déchiffrer. La veille de mon départ, j'étais dans mon bureau en train de ranger mes dossiers. Je voulais tout laisser en ordre. En classant des papiers, ma main a heurté quelque chose derrière mon secrétaire. Un document plié, coincé entre le meuble et le mur. Je l'ai ramassé. C'était une brochure, brillante, colorée, avec des photos de chambres lumineuses, de personnes âgées souriantes dans des fauteuils roulants, de couloirs propres et aseptisés. Résidence Les Chênes. Un nouveau départ pour vos années dorées. En haut à droite, une note manuscrite. L'écriture d'Élise. Pour Madeleine. Studio de 35 mètres carrés, 3 200 € par mois, disponible en juin. Mes mains tremblaient. 3 200 €. Un studio. En juin. Dans 2 mois. Ils avaient déjà tout planifié. J'ai ouvert mon tiroir. Celui où je rangeais mes dossiers importants. Mon acte de propriété, mon testament, mes contrats d'assurance, tout était en ordre. Mais quelque chose n'allait pas. Les papiers n'étaient pas rangés comme je les avais laissés. Quelqu'un les avait touchés, feuilletés, consultés. Mon cœur battait trop fort. J'ai refermé le tiroir et j'ai descendu l'escalier. Thomas et Élise étaient au salon, en train de regarder la télévision. « Thomas, est-ce que quelqu'un est entré dans mon bureau ?» Il n'a pas levé les yeux. « Non, pourquoi ? Mes papiers ont été déplacés. »« Ah oui. » Élise s'est retournée. C'était Jacqueline. Elle cherchait l'aspirateur. Elle a peut-être bougé des choses sans faire exprès. L'aspirateur. Dans mon bureau, où il n'y avait jamais eu d'aspirateur. Et ça, j'ai sorti la brochure de ma poche. Qu'est-ce que c'est ? Thomas a regardé Élise. Élise a regardé Thomas. « Maman, on peut en parler calmement ? Je suis très calme. » Thomas a soupiré. « Écoute, on s'inquiète pour toi. Cette maison est trop grande. Tu es seule. On a juste fait quelques recherches pour te montrer qu'il existe des alternatives, des endroits bien, confortables. Je n'ai jamais demandé d'alternative. Mais tu devrais. » Sa voix montait. « Tu es têtue, maman. Tu refuses de voir la réalité. Tu as 82 ans. Tu ne peux plus vivre seule dans une maison de 4 étages. C'est ma maison. Oui, et c'est justement le problème. » Il s'était levé. « Tu t'accroches à cette maison comme si elle était une personne. Papa est mort depuis 20 ans. Cette maison est un fardeau. Pour toi, pour nous. » Un fardeau. J'ai regardé mon fils. Cet homme de 46 ans qui me criait dessus dans le salon de son père. Et j'ai compris quelque chose. Quelque chose de terrible et de définitif. Il ne m'aimait plus. Peut-être ne m'avait-il jamais vraiment aimé. Il aimait ce que je représentais, ce que je possédais, cette maison, cet héritage. J'étais juste un obstacle entre lui et son confort. « Je pars demain pour Lyon », j'ai dit calmement. « On en reparlera à mon retour. » Je suis montée dans ma chambre. J'ai fermé la porte à clé. Pour la première fois de ma vie, j'ai verrouillé la porte de ma propre chambre. Le lendemain matin, j'ai pris mon train, ma petite valise, mon ordinateur portable, mes clés dans mon sac. Pendant tout le trajet jusqu'à Lyon, j'ai pensé à cette brochure, disponible en juin. Dans 2 mois, ils avaient tout planifié, sans me demander, sans mon accord. À Lyon,
Je me suis jetée dans le travail. Les plans, les mesures, les discussions avec les architectes. C'était une distraction, un refuge, un endroit où j'existais encore, où mon âge n'était pas une condamnation mais une preuve d'expérience. Le deuxième jour, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. « Madame Laurent ? » ? « Oui. Bonjour, je suis maître Dubois, notaire à Paris. Je vous appelle concernant un rendez-vous pris par votre fils, monsieur Thomas Laurent. Il souhaite discuter d'une procuration et d'une éventuelle mise en tutelle. Pouvez-vous confirmer votre présence la semaine prochaine ? » Le monde s'est arrêté. « Pardon ? Votre fils a pris rendez-vous pour discuter de vos affaires. Il a mentionné que vous aviez des difficultés à gérer votre patrimoine. Je n'ai aucune difficulté, et je n'ai jamais autorisé un tel rendez-vous. » Un silence. « Oh, je vois. Je suis désolée, Madame Laurent. Il semblerait qu'il y ait un malentendu. » Un malentendu. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli lâcher le téléphone. Thomas avait contacté un notaire pour une procuration, pour une mise en tutelle. Il voulait me retirer le contrôle de ma propre vie, de ma maison, de mes biens, et il l'avait fait dans mon dos, pendant que j'étais à Lyon, pendant que j'étais loin. Ce soir-là, j'ai appelé ma vieille amie Marguerite, une avocate à la retraite que je connaissais depuis 40 ans. « Madeleine, tout va bien ? Tu as une drôle de voix. » Je lui ai tout raconté. La brochure, l'appel du notaire, les conversations entendues par hasard. Il y a eu un long silence. « Madeleine, écoute-moi bien. Ce que ton fils essaie de faire, c'est grave, très grave. Une mise en tutelle ne peut être décidée que par un juge, et seulement s'il y a des preuves médicales d'incapacité. Mais le simple fait qu'il ait contacté un notaire sans ton accord, que dois-je faire ? D'abord, reste calme. Ensuite, dès ton retour, va voir ton propre notaire. Vérifie que tous tes documents sont en ordre. Et surtout, ne signe rien. Rien du tout. Même si Thomas insiste. Je ne signerai rien. Bien, et Madeleine ? Oui, protège-toi. Je connais ton fils depuis qu'il est petit. Mais là, ce qu'il fait, ce n'est pas de l'amour. C'est autre chose. J'ai raccroché. Dans ma chambre d'hôtel lyonnaise, j'ai regardé par la fenêtre. La ville brillait sous les lumières du soir. J'ai pensé à ma maison, à Paris, où Thomas et Élise vivaient en ce moment. Peut-être en train de fouiller encore mes papiers, peut-être en train de planifier la suite. Et j'ai pensé à cette phrase que Thomas avait dite. « Un jour, tu n'auras plus le choix. » Ce jour-là approchait. Ils avaient décidé pour moi. Mais ils avaient oublié une chose. J'avais encore mes clés. J'avais encore mon nom sur l'acte de propriété. J'avais encore ma lucidité. Et j'avais encore le choix. Le train de retour de Lyon roulait dans la nuit. 22h30. J'arriverais à Paris vers 1h du matin. J'avais ma petite valise sur mes genoux, mes clés dans ma poche, et dans ma tête, une décision qui se formait lentement, comme une tempête qui approche. L'appel du notaire résonnait encore dans mes oreilles. Une mise en tutelle. 2 mots qui signifiaient la fin de mon autonomie, la fin de ma dignité, la fin de moi. Mais je n'étais pas encore morte, et tant que je respirais, tant que je pensais clairement, personne ne déciderait pour moi. Personne. Le taxi m'a déposé devant ma maison à 1h15 du matin. La façade était plongée dans l'obscurité. Seule une lumière brillait au rez-de-chaussée. Le salon ? Probablement. J'ai ouvert la porte avec mes clés. Le silence de la maison m'a accueilli. Un silence épais, lourd. J'ai posé ma valise dans l'entrée et j'ai commencé à monter l'escalier. Lentement. Mes jambes étaient fatiguées du voyage. À 82 ans, on ne voyage plus avec la même énergie qu'à 40. Premier étage, deuxième étage, ma chambre. J'ai tourné la poignée. Et là, encore une fois, comme dans un cauchemar qui se répète, j'ai vu la même scène. Jacqueline Moreau, dans mon lit, sous mes draps, dans ma chambre. Mais cette fois, ce n'était pas le choc de la surprise. C'était autre chose. Une rage froide, une clarté absolue. Je suis restée immobile pendant quelques secondes, à regarder cette femme qui respirait calmement dans mon espace le plus intime. Ses affaires étaient partout, sur ma commode, sur ma table de nuit. Son châle rose bonbon sur le dossier de ma chaise, ses pantoufles près de mon lit. Elle s'était installée, comme si c'était sa chambre, comme si j'avais cessé d'exister. J'ai refermé la porte doucement, et je suis descendue. Thomas était dans le salon, Élise à côté de lui. Il regardait un film sur la télévision, nos verres de vin vides sur la table basse. Ils avaient de l'air détendus,
heureux, chez eux. Thomas. Il a sursauté légèrement. Maman, tu es déjà rentrée? On ne t'attendait pas avant demain? Il y a quelqu'un dans ma chambre. Il a échangé un regard avec Élise. Un regard qui disait tout. Il savait. Évidemment qu'il savait. Oui, a-t-il dit en se levant. C'est Jacqueline. Encore? Elle a eu des problèmes avec son appartement, des infiltrations d'eau. Elle ne pouvait pas rester là-bas. On lui a proposé de venir ici, dans ma chambre. C'est la chambre la plus confortable de la maison, maman. Sa voix était calme, trop calme, comme s'il parlait à une enfant capricieuse. Jacqueline a mal au dos. Elle a besoin d'un bon matelas. Le tien est le meilleur. J'ai senti mes jambes trembler. Mais ma voix, elle, était ferme. Thomas, c'est ma chambre. Je viens de rentrer d'un voyage de 3 jours. Je suis fatiguée. Je veux dormir dans mon propre lit. Il a soupiré, fort, comme si j'étais un poids insupportable. Maman, franchement, tu ne peux pas faire cet effort, juste pour quelques jours. Jacqueline est âgée. Elle souffre. Toi, tu peux dormir n'importe où. Tu es plus résistante. Plus résistante. J'avais 82 ans. 20 ans de plus que Jacqueline. Thomas, je ne dormirai pas dans la chambre d'amis. C'est ma maison. Le visage de Thomas a changé. J'ai vu la colère monter. Rouge, brûlante. Ta maison? Il a crié. Fort. Si fort que j'ai reculé d'un pas. Encore cette histoire de ta maison? Thomas, baisse la voix. Non. Il s'est approché de moi. Son doigt pointé vers mon visage. J'en ai marre, maman, marre de ton égoïsme, marre de ton attachement maladif à cette maison. Élise était toujours sur le canapé. Elle ne disait rien. Elle regardait la scène comme on regarde un film. Jacqueline a besoin de confort. Thomas continuait. Sa voix résonnait dans toute la maison. Elle traverse une période difficile. Elle a besoin de soutien, de respect. Et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est te plaindre pour un lit. C'est mon lit, Thomas. Et alors? Il était maintenant à quelques centimètres de moi. Tu as toute une maison, 4 étages. Tu peux dormir dans la chambre d'amis, ou dans celle du rez-de-chaussée, ou sur le canapé. Mais non, madame veut son lit, madame veut sa chambre. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il s'arrête. Thomas, tu me parles mal. Je te parle comme tu le mérites. Il hurlait maintenant. Depuis des mois, on fait des efforts. On vit ici, on s'occupe de la maison, on paie des factures, on s'occupe de toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te plains? Toujours te plaindre. Je ne me plains pas. Je demande juste du respect. Du respect? Il a ri. Un rire froid, méchant. Tu veux du respect? Alors commence par respecter nos invités. Jacqueline est la mère d'Élise. Elle fait partie de cette famille. Et si tu ne peux pas faire l'effort de lui laisser une chambre confortable, alors? Il s'est arrêté. Ses yeux étaient durs, noirs. Alors quoi? Alors tu n'as qu'à partir. Il a crié si fort que sa voix s'est brisée. Si ça te dérange tellement, si tu trouves ça inacceptable, si tu ne peux pas faire le moindre effort, alors va-t'en, pars, personne ne te retient, personne ne t'oblige à rester. Le silence qui a suivi était assourdissant. Élise a toussé légèrement. Thomas, peut-être que... Non, Élise, il ne me quittait pas des yeux. Il faut que les choses soient claires. Maman veut que tout tourne autour d'elle. Mais ça ne marche plus comme ça. On vit ici aussi. On a des droits aussi. Et si elle ne peut pas l'accepter, alors oui, elle peut s'en aller. J'ai regardé mon fils, cet homme qui me criait dessus, qui me chassait, de ma propre maison. J'ai pensé à Henri, à ce qu'il dirait s'il voyait cette scène. Son fils, notre fils, hurlant sur sa mère de 82 ans dans le salon qu'il avait construit avec amour. J'ai pensé aux roses qu'il avait plantées, celle que Thomas avait arrachée. J'ai pensé à cette brochure. Résidence Les Chênes, disponible en juin. J'ai pensé à l'appel du notaire, une mise en tutelle. Et j'ai compris. J'ai compris que ce n'était pas de la colère, c'était une stratégie. Me pousser à bout, me faire craquer, me faire partir, ou me faire signer, me faire abdiquer. Il voulait cette maison. Pas moi. La maison. J'ai regardé mes clés dans ma main. Elles brillaient sous la lumière du lustre. D'accord, j'ai dit calmement. Thomas a cligné des yeux, surpris par le calme de ma voix. Quoi? D'accord, tu as raison. Il a froncé les sourcils. À propos de quoi? De tout. J'ai souri. Un sourire triste. Tu as raison, je suis fatigué. Je vais me reposer. Bonne nuit. Et je suis sorti. Pas vers les chambres, vers la porte d'entrée.
J'ai pris ma valise, mon sac, mes clés. Maman, la voix de Thomas derrière moi. Où vas-tu? Dormir ailleurs, comme tu l'as suggéré. Maman, je ne voulais pas, mais je ne l'ai pas laissé finir. J'ai ouvert la porte et je suis sortie dans la nuit froide d'avril. J'ai marché jusqu'au bout de la rue. Là, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé un taxi. Direction, Hôtel Lutetia. Dans le taxi, j'ai regardé Paris défiler par la fenêtre. Les rues vides, les lumières des lampadaires. Cette ville où j'avais vécu toute ma vie. Le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur. « Tout va bien, madame ?» Oui, ma voix était calme. Tout va très bien. Mais dans ma tête, tout bouillonnait. À l'hôtel, la même réceptionniste que la dernière fois m'a accueillie. Elle m'a reconnue. « Madame Laurent, de retour parmi nous ?»« Oui, pour quelques jours. »« Bien sûr, la même chambre que la dernière fois ?»« S'il vous plaît. » Dans la chambre, j'ai posé ma valise. J'ai posé mes clés sur la table de nuit. Et je me suis assise sur le lit. Il était 2h30 du matin. J'ai regardé mon téléphone. Aucun message de Thomas. Aucun appel. Il ne s'inquiétait pas. Il ne s'excusait pas. Il dormait probablement, soulagé que je sois partie. J'ai pensé à Jacqueline, dans mon lit, dans ma chambre, dormant paisiblement, sans savoir que sa présence avait tout déclenché. Ou peut-être qu'elle savait. Peut-être que tout cela faisait partie d'un plan. Élise, Jacqueline, Thomas. Peut-être qu'ils avaient tout orchestré. Lentement, patiemment. Me pousser dehors, me faire partir, prendre la maison. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. À 6h du matin, j'ai appelé Marguerite. « Madeleine, il est 6h. Je sais, pardonne-moi, mais j'ai besoin de toi. » Je lui ai tout raconté. La scène, les cris, la nuit à l'hôtel. Marguerite a soupiré. « Madeleine, écoute-moi bien. Ce que ton fils a fait cette nuit, c'est de l'expulsion morale. C'est inacceptable. Mais légalement, tu es toujours propriétaire. Tu as tous les droits. Que puis-je faire? D'abord, ne rentre pas tout de suite. Laisse-les mariner. Ensuite, dès demain matin, prends rendez-vous avec ton notaire. Vérifie que tes documents sont sécurisés. Et si tu veux, elle a hésité. Si tu veux vraiment leur faire comprendre que cette maison est à toi, tu peux leur envoyer une notification, une mise en demeure. 24 heures pour quitter les lieux. Mon cœur s'est arrêté. Tu veux dire, les expulser? Ce n'est pas une expulsion, c'est une reprise de possession. Légalement, ils vivent chez toi par tolérance. Tu peux y mettre fin quand tu veux. Mais c'est mon fils. Je sais, Madeleine. Sa voix était douce. Et c'est pour ça que c'est si difficile. Mais demande-toi, est-ce que lui se gêne pour te traiter comme il te traite? J'ai fermé les yeux. Réfléchis, a dit Marguerite, et appelle-moi demain. On décidera ensemble. J'ai passé la journée dans ma chambre d'hôtel, à regarder le plafond, à penser. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? J'ai pensé à Henri, à ce qu'il m'aurait conseillé. Madeleine, aurait-il dit, la dignité n'est pas négociable. Jamais. J'ai pensé à cette maison, à tous les souvenirs qu'elle contenait, les rires, les pleurs, les Noëls, les anniversaires, la chambre où Thomas était né, le jardin où il avait fait ses premiers pas. Mais j'ai aussi pensé aux roses arrachées, aux cris, à Jacqueline dans mon lit, à la brochure, au notaire. Et j'ai compris que cette maison n'était plus un foyer. C'était devenu un champ de bataille. Et dans cette bataille, j'étais l'ennemi. Le lendemain matin, j'ai pris ma décision. J'ai appelé mon notaire, Maître Blanchard, un homme de 60 ans que je connaissais depuis 20 ans. « Madame Laurent, quel plaisir de vous entendre. Maître, j'ai besoin de vous voir. Aujourd'hui, c'est urgent. » Bien sûr, 15 heures. Parfait. À 15 heures, j'étais dans son bureau du 8e arrondissement. Un bureau élégant, avec des livres de droit sur les étagères et une grande fenêtre donnant sur l'avenue Hoche. Maître Blanchard m'a écouté, sans m'interrompre, sans me juger. Quand j'ai fini, il a croisé ses mains sur le bureau. « Madame Laurent, je suis désolé de ce que vous vivez. Vraiment. Mais juridiquement, vous avez tous les droits. Cette maison est à votre nom. Uniquement à votre nom. Votre fils y habite par tolérance. Vous pouvez y mettre fin quand vous voulez. Comment? Par une notification officielle. Un courrier recommandé avec accusé de réception. Vous leur donnez un délai pour quitter les lieux. 24 heures, c'est court mais légal. 48 heures, c'est plus raisonnable. Et s'ils refusent, alors vous pourrez engager une procédure d'expulsion. Mais j'espère que cela n'ira pas jusque-là. J'ai regardé mes mains. Mes vieilles mains ridées qui tremblèrent légèrement.
Vous êtes sûr de vouloir faire ça? A demandé maître Blanchard doucement. C'est votre fils. Je sais. Ma voix était ferme. Mais c'est aussi ma vie, ma maison, ma dignité. Il a hoché la tête. Alors nous allons préparer le document. Il sera prêt demain matin. Non. J'ai levé les yeux vers lui. Maintenant. Je veux que ce soit fait maintenant. Maître Blanchard m'a regardé longuement. Puis il a hoché la tête. D'accord. Donnez-moi 2 heures. 2 heures plus tard, j'avais dans les mains un document officiel, sur papier à en-tête du notaire, avec des mots durs, froids, définitifs. Notification de cessation d'hébergement à titre gratuit. Madame Madeleine Laurent, propriétaire unique de la propriété située, notifie par la présente à Monsieur Thomas Laurent et Madame Élise Laurent qu'ils disposent d'un délai de 24 heures à compter de la réception de ce courrier pour quitter les lieux et restituer les clés. 24 heures. Le document sera envoyé par coursier ce soir, a dit maître Blanchard. Ils le recevront vers 20 heures. Vous êtes sûr? J'ai pensé à la voix de Thomas. Va-t'en, pars, personne ne te retient. J'ai pensé à Jacqueline dans mon lit. J'ai pensé à la brochure, à la mise en tutelle. Oui, j'en suis sûre. Ce soir-là, j'étais dans ma chambre d'hôtel quand mon téléphone a sonné. 20h15. Le coursier avait dû livrer le document. C'était Thomas. Évidemment. J'ai regardé le téléphone sonner. 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis j'ai décroché. Maman. Sa voix était différente, plus aiguë, paniquée. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette notification? C'est exactement ce qui est écrit, Thomas. Tu ne peux pas faire ça. C'est insensé. 24 heures, on n'a nulle part où aller. Tu m'as dit de partir, Thomas. Tu m'as crié de m'en aller. J'ai pensé que tu préférais vivre seul. Maman, j'étais énervée. Je ne pensais pas ce que je disais. Moi, si. Un silence. Maman, s'il te plaît, on peut discuter. On peut trouver une solution. Mais pas comme ça. Pas comme ça. 24 heures, Thomas. Le compte à rebours a commencé. Et j'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait trop vite. Mais dans ma tête, il y avait une clarté que je n'avais plus ressentie depuis des mois. J'avais repris le contrôle. De ma maison. De ma vie. De mon histoire. Les 24 heures ont passé comme un film au ralenti. Thomas a appelé 7 fois. J'ai décroché 2 fois. Les conversations étaient les mêmes. Supplications, promesses, puis menaces. Maman, tu ne peux pas nous faire ça. Maman, on est ta famille. Maman, tu le regretteras. Élise a envoyé des messages, longs, pleins de « nous t'aimons » et de « on peut arranger les choses ». Des mots vides qui arrivaient trop tard. Jacqueline, elle, est partie le soir même de la notification. Sans un mot, sans un regard, comme un fantôme qui disparaît quand on allume la lumière. Le lendemain, à 18 heures, je suis rentrée chez moi, accompagnée de maître Blanchard et d'un serrurier. La maison était silencieuse. Leurs affaires étaient entassées dans l'entrée. Des cartons, des valises, des sacs poubelles remplis à la hâte. Thomas était assis sur les marches de l'escalier. Élise à côté de lui. Tous les deux avaient les yeux rouges. Quand je suis entrée, Thomas s'est levé. « Maman !» Je l'ai regardé. Cet homme de 46 ans qui avait l'air soudain si petit, si fragile. « Tes 24 heures sont écoulées, Thomas. » Je sais. Sa voix tremblait. « Mais, tu es vraiment sûr? On peut encore parler. On peut tout recommencer. Différemment. Il est trop tard, s'il te plaît. » Il a fait un pas vers moi. « Je suis désolée. Vraiment désolée. J'ai dit des choses horribles. J'ai agi comme un monstre. Mais je suis ton fils. » J'ai senti ma gorge se serrer. Mais je ne pouvais plus reculer. Tu es mon fils, c'est vrai. Mais tu as oublié que j'étais ta mère. Le silence. Élise s'est levée aussi. Madame Laurent, je vous en prie. Nous n'avons nulle part où aller. Pas ce soir. Vous aviez 5 ans pour trouver un appartement. Vous avez préféré rester ici et me faire partir. Maître Blanchard a toussé légèrement. Monsieur Laurent. Madame, le délai est dépassé. Je vous demande de remettre les clés. Thomas m'a regardé une dernière fois. Dans ses yeux, il n'y avait plus de colère, juste de l'incompréhension, comme s'il ne comprenait pas comment on en était arrivé là. Il a sorti les clés de sa poche, les a posées sur la table de l'entrée. Le bruit métallique a résonné dans le silence. Élise a fait de même. « Nous reviendrons chercher le reste demain », a dit Thomas. « Vous avez 48 heures », a répondu maître Blanchard. Ils sont sortis, avec leurs valises, leurs cartons, leurs vies emballées à la hâte. Sur le seuil de la porte,
Thomas s'est retourné une dernière fois. Tu sais ce qui est triste, maman? C'est que tu as choisi une maison plutôt que ton fils. J'ai respiré profondément. Non, Thomas. J'ai choisi ma dignité. Tu aurais pu avoir les deux, la maison et moi. Mais tu as voulu tout prendre. Et maintenant, tu n'as rien. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Et il est parti. J'ai regardé la porte se fermer. Le serrurier a changé les serrures immédiatement. Nouvelle clé, nouveau départ. Quand ils sont tous partis, Maître Blanchard, le serrurier, je me suis retrouvée seule, dans ma maison. Enfin, ma maison. J'ai marché lentement à travers les pièces, le salon, la cuisine, mon bureau. Tout était encore là. Mes meubles, mes livres, mes souvenirs. Mais quelque chose manquait. Quelqu'un manquait. Je suis montée au 2e étage. Ma chambre. Mon lit avait été refait. Mes draps propres. Plus aucune trace de Jacqueline. Je me suis assise sur le lit. J'ai regardé par la fenêtre. Le jardin. Les 3 rosiers restants qui fleurissaient malgré tout. Et c'est là que j'ai pleuré. Pour la première fois depuis des semaines. Pas de sanglots. Juste des larmes silencieuses qui coulaient. J'avais gagné ma maison. Mais j'avais perdu mon fils. Les premiers jours ont été étranges. La maison était silencieuse. Vraiment silencieuse. Pas le silence lourd et hostile des derniers mois. Un silence propre, clair. Le silence d'un espace qui m'appartenait à nouveau. J'ai passé une semaine entière à nettoyer. Chaque pièce, chaque coin. Comme pour effacer leur présence, leurs traces, leurs fantômes. Dans leur chambre, celle qu'ils avaient occupée pendant 5 ans, j'ai trouvé des choses qu'ils avaient laissées. Des vêtements, des livres, un cadre photo vide. Et dans le tiroir de la table de nuit, une autre brochure. Résidence Les Chênes. Celle-là était annotée, avec des calculs, des dates, des plans. Ils avaient tout prévu. Depuis des mois, j'ai jeté la brochure et j'ai transformé cette chambre en atelier, un espace pour mes projets d'architecture, mes plans, mes rêves. Thomas a essayé de revenir plusieurs fois. D'abord, des messages. « Maman, on peut parler ? Maman, tu me manques. Maman, s'il te plaît. » Puis des appels, que je n'ai pas décrochés. Puis, un matin, il est venu sonner à la porte. J'ai regardé par la fenêtre. Il était là, seul, les mains dans les poches, l'air fatigué. J'ai ouvert, mais je ne l'ai pas laissé entrer. « Maman, Thomas, je voulais te voir, te parler. Nous n'avons rien à nous dire. S'il te plaît, juste 5 minutes. » J'ai regardé mon fils, ses yeux cernés, son costume froissé. Il avait maigri. « Qu'est-ce que tu veux ? Je veux m'excuser. Pour tout. Pour les cris. Pour Jacqueline. Pour tout. » Il a baissé les yeux. « J'ai été horrible. Je le sais maintenant. Tu le sais maintenant. » Oui. Il a relevé la tête. « Élise et moi, on loue un petit appartement dans le 19e. C'est difficile, cher, petit, mais on s'en sort. Et ça m'a fait réfléchir. À tout ce que tu as fait pour moi. À tout ce que tu m'as donné. » J'ai croisé les bras. « Thomas, pendant des mois, tu m'as manqué de respect dans ma propre maison. Tu as crié sur moi. Tu m'as chassé. Tu as essayé de me mettre sous tutelle. Tu as planifié de m'enfermer dans une résidence. Et maintenant que tu n'as plus rien, tu viens t'excuser? Je sais que c'est tard. Je sais que j'ai tout gâché. Mais tu es ma mère. On ne peut pas finir comme ça. » Le silence. « Si, Thomas, on peut. » Ses yeux se sont remplis de larmes. « Maman, tu n'as pas perdu une mère, Thomas. Tu as perdu une propriétaire. C'est tout ce que j'étais pour toi. Un toit, un héritage, mais jamais une personne. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi tu ne m'as jamais demandé comment j'allais? Pourquoi tu ne m'as jamais écouté quand je parlais de mon travail? Pourquoi tu trouvais ridicule que je travaille encore à mon âge? » Il ne répondait pas. « Tu voulais que je disparaisse, Thomas, que je m'efface, que je devienne invisible. Eh bien, maintenant, tu as ce que tu voulais. Je ne suis plus dans ta vie. Maman, s'il te plaît. Au revoir, Thomas. » J'ai refermé la porte, doucement, définitivement. Derrière, j'ai entendu un sanglot étouffé, puis des pas qui s'éloignaient. Je suis restée là, la main sur la poignée, les yeux fermés, et je n'ai pas rouvert. Les semaines ont passé, puis les mois. Je me suis remise à vivre, vraiment vivre. Le matin, je prenais mon café dans la cuisine, face au jardin. J'ai replanté des rosiers, des pierres de Ronsard, comme avant, comme Henri les aimait. J'ai repris mes projets d'architecture avec une énergie nouvelle. Les clients étaient surpris. « Madame Laurent,
Vous semblez différente, plus légère, oui, débarrassée d'un poids invisible. Marguerite venait déjeuner tous les dimanches. On parlait de tout, de livres, de politique, de nos vies. Elle ne mentionnait jamais Thomas, par délicatesse. Un jour, je lui ai dit « Tu sais, je ne regrette pas. » « Quoi donc ?»« D'avoir repris ma maison, ma vie. » Elle a souri. « Je sais, ça se voit. » Un soir d'automne, 6 mois après leur départ, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. « Madame Laurent ?»« Oui, je suis Anne-Sophie Moreau, la fille de Jacqueline. » Mon cœur s'est serré. « Oui, je voulais vous dire quelque chose, à propos de ma mère. » Elle a hésité. « Elle est tombée malade. Un cancer. Les médecins disent qu'il ne lui reste que quelques mois. Je suis désolée. Merci, mais ce n'est pas pour ça que j'appelle. » Un silence. Ma mère m'a raconté ce qui s'est passé. Avec votre fils, avec Élise, avec votre maison. Ah, et elle m'a dit quelque chose qu'elle regrette. Anne-Sophie a respiré profondément. Elle m'a dit qu'Élise et elle avaient tout manigancé, qu'elle voulait vous pousser dehors, que c'était leur plan depuis le début. Je me suis assise. Mes jambes ne me portaient plus. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que ma mère a des remords. Parce qu'elle se rend compte maintenant, face à la mort, qu'elle a fait du mal, à vous, à votre famille, et elle voulait que vous le sachiez, des remords. Maintenant, face à la mort, dites à votre mère que je lui pardonne, mais que cela ne change rien. Je comprends. Merci, Madame Laurent. Et elle a raccroché. Cette nuit-là, j'ai repensé à tout, à Jacqueline dans mon lit, aux cris de Thomas, à la brochure, au notaire. Tout avait été calculé, orchestré. J'avais été une proie dans un plan froid et méthodique, mais j'avais survécu. Et eux, Jacqueline mourrait seule avec ses remords. Et Thomas, Élise, je l'ai appris quelques mois plus tard, par hasard, en croisant une ancienne voisine au marché. « Madeleine, comment vas-tu ?»« Très bien. Et toi ?»« Bien, bien. Dis-moi. » Elle a baissé la voix. « Tu as des nouvelles de Thomas ?» Mon cœur s'est serré. « Non. » Pourquoi? Oh, je pensais que tu savais. Savais quoi? Elle m'a regardée avec pitié. Élise l'a quitté, il y a 3 mois. Elle est partie avec un autre homme, un collègue apparemment. Thomas est... Elle a hésité. Il est seul. Il vit toujours dans ce petit appartement du 19e. Mais il a l'air perdu, perdu. La vie avait parlé. 2 ans ont passé depuis le jour où j'ai repris ma maison. 2 ans pendant lesquels j'ai reconstruit ma vie pierre par pierre, mes projets d'architecture, mes amitiés, mon jardin, mes matins tranquilles avec un café et un livre. J'avais 84 ans, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vivante. Thomas, je n'avais plus aucune nouvelle, pas d'appel, pas de message. Il avait disparu de ma vie comme on disparaît d'un paysage. Mais la vie, elle, ne disparaît jamais vraiment. Elle tourne. Elle observe, et elle rend toujours ce qu'on lui donne. C'était un mardi matin de novembre. J'étais à l'hôpital Saint-Louis pour une visite de routine. Un contrôle cardiologique. Rien de grave, juste la prudence de l'âge. En sortant du cabinet du médecin, j'ai traversé un long couloir blanc. Des néons, des portes fermées, le bruit étouffé des chariots et des pas pressés. Et là, assise sur une chaise en plastique près d'une porte vitrée, j'ai vu une femme, Élise. Elle ne m'avait pas vue. Elle regardait le sol. Ses cheveux, autrefois si soignés, étaient attachés en chignon négligé. Son visage était pâle, fatigué, marqué. J'ai hésité. Continuer mon chemin? M'arrêter? Quelque chose en moi a choisi de m'arrêter. Élise. Elle a levé la tête. Ses yeux ont mis quelques secondes à me reconnaître. Puis, ils se sont élargis. Madame Laurent. Bonjour, Élise. Un silence gêné. Comment allez-vous? A-t-elle demandé d'une voix faible. Bien. Et vous? Elle a regardé à nouveau le sol. Je vais. Vous êtes malade? Non, c'est ma mère. Sa voix s'est brisée légèrement. Jacqueline. Elle est ici. En soins palliatifs. Elle ne passera pas la semaine. J'ai hoché la tête. Je suis désolée. Élise a regardé ses mains. Elle m'a parlé de vous. Avant qu'elle ne puisse plus vraiment parler. Elle m'a dit qu'elle regrettait. Tout ce qu'elle avait fait. Tout ce qu'on avait fait. Je sais. Sa fille m'a appelé. Ah, un nouveau silence. Vous savez, Madame Laurent, je regrette aussi. J'ai regardé cette femme que j'avais connue souriante et sûre d'elle. Cette femme qui avait réorganisé ma cuisine
envahi ma maison, complice de ma fille mourante. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. « Où est Thomas ?» j'ai demandé. « Je ne sais pas. » Elle a secoué la tête. « On s'est séparés il y a 2 ans. Vous le savez, probablement. »« Oui. J'ai fait des erreurs. Beaucoup d'erreurs. J'ai cru que l'argent, la maison, tout ça, que c'était important. Mais j'ai perdu Thomas. J'ai perdu ma mère. J'ai tout perdu. » Je ne disais rien. « B, et vous ?» Elle a levé les yeux vers moi. « Vous aviez raison. Surtout. Élise, je n'avais pas raison. Je défendais juste ma dignité. Je sais. Et c'est ça le pire. On vous a pris votre dignité. Et maintenant, la vie nous reprend la nôtre. Je suis partie peu après. Je ne suis pas allée voir Jacqueline. Cela n'aurait servi à rien. Le pardon, je l'avais donné. Mais la présence, non. En rentrant chez moi, j'ai repensé aux yeux d'Élise. Vides, perdus. Les mêmes yeux que Thomas ce jour-là, sur le seuil de ma porte. La vie avait rendu ce qu'on lui avait donné. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre. Une enveloppe blanche, sans timbre, déposée directement dans ma boîte. L'écriture de Thomas. J'ai hésité à l'ouvrir. Puis je l'ai fait. Chère maman, je ne sais pas si tu liras cette lettre. Je ne sais même pas si tu devrais la lire. Mais je devais l'écrire. Ces 2 dernières années ont été les pires de ma vie. Pas à cause de l'argent. Pas à cause de l'appartement. Mais à cause de toi. Je t'ai perdu. Et je réalise maintenant que je t'ai perdu bien avant que tu ne fermes cette porte. Je t'ai perdu le jour où j'ai arraché les roses de papa. Je t'ai perdu le jour où j'ai dit que ton travail était ridicule. Je t'ai perdu le jour où j'ai laissé Jacqueline dormir dans ton lit. Je t'ai perdu le jour où j'ai crié « Va-t'en !» Et le pire, c'est que je ne m'en rendais pas compte. Je croyais que tu serais toujours là, que tu étais indestructible, que tu me pardonnerais tout parce que tu étais ma mère. Élise est partie. Je ne lui en veux pas. J'étais devenue quelqu'un d'horrible, quelqu'un que je ne reconnais plus. Je vis seule maintenant, dans un studio du 19e. Je travaille toujours, mais ma vie est vide. J'ai compris quelque chose, maman. On ne peut pas construire son bonheur sur la douleur de quelqu'un d'autre, même si cette personne est ta mère, surtout si c'est ta mère. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne te demande rien. Je voulais juste que tu saches que j'ai compris. Trop tard, mais j'ai compris. Je t'aime, maman. Je t'ai toujours aimée, même quand je te traitais mal, même quand j'étais aveuglée par mon égoïsme. Et je suis désolée. Pour tout. Ton fils qui ne mérite plus ce titre, Thomas. J'ai plié la lettre. Mes mains tremblaient. J'ai pensé à tout. À ses excuses, à sa douleur, à sa solitude. Mais j'ai aussi pensé à mes propres nuits blanches, à mes propres larmes, à ces moments où je me sentais invisible dans ma propre maison. La douleur ne s'efface pas avec une lettre. Le lendemain, j'ai croisé Marguerite pour notre déjeuner dominical. « Tu as l'air préoccupée », a-t-elle dit. Je lui ai raconté. Élise à l'hôpital. La lettre de Thomas. « Et qu'est-ce que tu vas faire ?» a-t-elle demandé. Je ne sais pas. Tu as le droit de ne rien faire, Madeleine. Tu as le droit de vivre ta vie sans cette charge. Je sais. Mais c'est mon fils. C'était ton fils. Avant qu'il ne décide que tu n'étais qu'un obstacle. J'ai bu une gorgée de thé. Tu crois que la vie est trop dure avec lui ? Marguerite m'a regardé longtemps. Non, je crois que la vie est juste. Il a traité sa mère comme un meuble encombrant. Il a perdu sa femme, sa dignité, son confort. C'est l'équilibre, le karma si tu veux. Mais il souffre. Et toi aussi tu as souffert, pendant des mois, des années même. La différence, c'est que toi, tu n'avais rien fait pour mériter cette souffrance. Lui, si. 3 mois plus tard, en février, j'ai appris que Jacqueline était morte, seule, dans sa chambre d'hôpital. Élise était là, mais personne d'autre. Cette femme qui avait voulu ma maison, ma chambre, ma place, était partie sans rien. Juste des remords et un corps rongé par la maladie. J'ai pensé à cette phrase qu'elle m'avait dite un jour. « À ton âge, Madeleine, tu devrais penser à la sécurité. » Une chute dans l'escalier et... Elle avait voulu me faire peur, me pousser vers une résidence, me faire disparaître. Et maintenant, c'était elle qui avait disparu. La vie rend toujours ce qu'on lui donne. Un soir de mars, j'étais dans mon jardin. Les rosiers commençaient à bourgeonner. Le printemps arrivait avec ses promesses de renouveau. J'ai pensé à Thomas, à sa lettre, à sa solitude. Et j'ai compris quelque chose. Je n'avais pas besoin de le punir davantage. La vie s'en était chargée. Mais je n'avais pas besoin non plus de le sauver. C'était son chemin, ses choix, ses conséquences. Mon rôle n'était plus d'être sa mère protectrice.
Mon rôle était d'être Madeleine, une femme qui avait survécu, qui avait choisi sa dignité et qui vivait enfin pour elle-même. Aujourd'hui, j'ai 86 ans. Cela fait 4 ans que j'ai repris ma maison. 4 ans que j'ai refermé cette porte sur Thomas. 4 ans que j'ai choisi ma dignité. Et je veux vous raconter ce que j'ai appris. Non pas pour me justifier, non pas pour condamner, mais parce que je sais qu'il y a, quelque part, une femme qui vit ce que j'ai vécu, une femme qui s'efface dans sa propre vie, une femme qui croit qu'aimer, c'est tout accepter. Et je veux lui dire qu'elle a le droit de dire non. Ma maison est devenue un sanctuaire, pas un musée, pas une prison, un lieu vivant où je respire enfin. Chaque matin, je prends mon café dans la cuisine, face au jardin. Les rosiers que j'ai replantés ont fleuri. 3 variétés. Pierre de Ronsard, Iceberg, Bonica. Comme Henri les aimait. Je travaille encore. Mes projets d'architecture m'occupent l'esprit et nourrissent mon âme. Mes clients me respectent. Mon âge n'est plus une condamnation. C'est une preuve d'expérience. Marguerite vient déjeuner tous les dimanches. On rit, on parle de livres, de politique, de nos vies de femmes qui ont traversé tant d'orages. Je ne suis plus seule. J'ai des amis, des projets, des rêves encore. Et surtout, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais perdu dans cette bataille, moi-même. Parfois, je pense à Thomas. Il m'envoie une carte à chaque anniversaire, à chaque Noël. Des cartes courtes, simples. « Bon anniversaire, maman. Je pense à toi. » Rien de plus. Je ne réponds pas par cruauté, mais parce que certaines blessures ont besoin de temps. Beaucoup de temps. Je ne sais pas si je lui pardonnerai un jour. Le pardon n'est pas une obligation. C'est un chemin. Long, sinueux. Et je ne suis pas encore arrivée au bout. Peut-être que je n'y arriverai jamais. Et c'est acceptable aussi. Il y a quelques mois, j'ai croisé Thomas, par hasard, dans une librairie du 6e arrondissement. Nous nous sommes regardés, lui et moi, séparés par 3 mètres et 4 années de silence. Il avait vieilli, les cheveux gris, le visage marqué. Mais quelque chose dans ses yeux avait changé. Une lucidité, une tristesse qui ressemblait à de la sagesse. Il a fait un pas vers moi, puis s'est arrêté, comme s'il attendait une permission. « Maman, Thomas, comment vas-tu ? » ?»« Bien. Et toi ? » Je survis. » Il a souri tristement. « Je travaille. Je vis. Mais je ne suis pas heureux. » J'ai hoché la tête. Je ne savais pas quoi dire. « Tu me manques, » a-t-il dit doucement. « Tous les jours. » Mon cœur s'est serré. Mais je suis restée droite. « Moi aussi, Thomas. Tu me manques aussi. Mais pas le Thomas que tu es devenu. Le Thomas d'avant. Celui qui m'aimait vraiment. Je t'aimais, maman. Même quand j'étais horrible. Aimer, ce n'est pas juste un sentiment, Thomas. C'est des actes, du respect, de l'attention. Et tu as oublié tout ça. » Il a baissé les yeux. Je sais. Nous sommes restés là, en silence, pendant quelques secondes qui ont semblé durer une éternité. « Je ne te demande pas de revenir, » a-t-il dit finalement. « Je ne mérite pas ton pardon. Je voulais juste que tu saches que j'ai compris et que je suis désolée. Vraiment désolée. Je sais, Thomas. Tu es heureuse ? J'ai pensé à ma maison, à mes matins tranquilles, à mes projets, à mon jardin. Oui, je suis heureuse. » Il a souri. Un sourire triste, mais sincère. Alors c'est tout ce qui compte. Et il est parti. Je l'ai regardé s'éloigner entre les rayons de livres. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'avais plus de colère, juste de la tristesse. Pour lui, pour nous, pour ce qui aurait pu être et qui ne sera jamais. Mais j'avais aussi de la paix, parce que j'avais fait ce qui était juste, pour moi. Ce soir, assise dans mon salon, celui où tout a commencé, je regarde mes clés posées sur la table. Les mêmes clés que Henri et moi avions reçues en 1978. Les clés de notre vie, de notre maison, de nos rêves. Elles ont traversé 48 ans d'histoire, des rires, des pleurs, des trahisons, des reconquêtes, et elles sont toujours là, dans ma main, à leur place, comme moi. Si vous m'écoutez ce soir, et si vous vivez quelque chose de similaire, je veux vous dire ceci. Vous avez le droit de poser des limites, même avec vos enfants, même avec votre famille. L'amour ne justifie pas l'humiliation. L'amour ne justifie pas l'effacement. L'amour ne justifie pas que vous deveniez invisible dans votre propre vie. Dire non, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Reprendre sa place, ce n'est pas de la cruauté, c'est de la dignité. Et choisir soi-même, ce n'est pas abandonner les autres, c'est se respecter enfin.
La vie nous enseigne que tout revient, le bien comme le mal, la gentillesse comme la cruauté, le respect comme le mépris. Ce qu'on donne au monde, le monde nous le rend. Toujours. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas de la façon qu'on attend, mais toujours. Jacqueline m'avait traité de folle, de têtue, d'égoïste. Des années plus tard, j'ai retrouvé ce même regard vide dans un couloir d'hôpital. Elle mourait seule, rongée par les remords. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Thomas voulait ma maison. Il a tout perdu. Sa femme, son confort, sa mère. Et maintenant, il vit avec ce vide qu'il a créé lui-même. Moi, j'ai choisi ma dignité. Et j'ai retrouvé ma vie. Aujourd'hui, à 86 ans, je ne regrette rien. Pas la porte fermée, pas les clés changées, pas le silence. Parce que dans ce silence, j'ai trouvé ma voie. Parce que dans cette solitude, j'ai trouvé ma force. Parce que dans cette douleur, j'ai trouvé ma liberté. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à se tenir droite, à dire non quand il le faut, alors tout cela aura eu un sens. Les roses de Henri fleurissent chaque printemps. Les clés sont dans ma poche, et je suis chez moi. Enfin, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.